j'arrive à en proposer plus régulièrement. J'espère que ça sera le cas pour les prochaines vidéos. Je m'excuse pour l'absence, je ne vais pas en parler en détail car aujourd'hui on est là pour parler de films et de séries. Mais si tu veux plus de détails, eh bien n'hésite pas à aller voir sur la page Facebook, sur le post de la vidéo et éventuellement sur Twitter si jamais ça t'intéresse, mais je vais moins détailler sur Twitter évidemment. Les autres réseaux sociaux sont dans la description si jamais ça t'intéresse. Ici pour cette vidéo je vais juste te faire 1 minute ou 2 pour parler un petit peu de quelques sujets divers et en particulier du roleplay inspecteur. J'ai été très content de voir qu'il a beaucoup plu. Alors évidemment il n'a pas plu à tout le monde, mais dans l'ensemble il a été plutôt apprécié de ce que j'ai vu. Et on m'a demandé plusieurs fois la suite et on m'a demandé aussi plusieurs fois des dates pour les prochains épisodes. Alors je ne peux toujours pas promettre de date car je préfère ne pas le faire si jamais j'ai des imprévus. Mais j'aimerais vraiment sortir l'épisode 2 avant 2017 si possible. Et dis-toi que j'ai un petit peu réfléchi à la suite des aventures de l'inspecteur et je pense qu'il y aura au moins 3 ou 4 épisodes. Et j'ai un petit bout d'histoire en tête, donc ça viendra, c'est promis. Sinon j'ai vu aussi une fois ou deux quelques abonnés qui m'ont pas reproché mais un petit peu interrogé sur le fait que je fasse des vidéos gaming au lieu de faire des vidéos ASMR. Mais comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir. Le temps que j'accorde au gaming et du temps que j'aurais accordé pour me détendre, pour jouer, et du temps que je n'aurais de toute façon pas accordé à la l'ASMR. Donc les deux chaînes sont totalement séparées et ce que je fais sur la chaîne gaming n'impacte en rien le contenu ASMR, comme promis. Même si j'ai sorti aucune vidéo ces temps-ci, et bien même sans la chaîne gaming, je n'en aurais pas sorti davantage. C'était lié à d'autres facteurs que je vais essayer d'expliquer sur Facebook. Donc ce petit aparté est fait. Et je crois qu'il y en avait un autre que je voulais faire. Ah oui, le plus important, je tenais surtout à te remercier pour ton soutien, car même si là j'ai parlé de 3 reproches, ils sont très rares et en général même les reproches sont plutôt polis. J'ai la chance d'avoir des abonnés formidables et une communauté qui me soutient au quotidien. J'ai pas mal de personnes qui me parlent quand je lance Hearthstone, quand je suis sur Steam, et qui demandent des nouvelles ou qui me réconfortent, qui me supportent plutôt pour de futures vidéos. Et ça me touche beaucoup. Je tenais d'ailleurs à remercier tout particulièrement Olivier, qui se reconnaîtra, qui a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer quelques petits cadeaux de Noël en avance, juste pour me remercier pour mes vidéos ASMR. Et ça m'a bien touché qu'on fasse un geste en échange de mon contenu, c'est assez important pour moi. Je ne dis pas qu'il faut m'envoyer des cadeaux, attention. Je n'en ai pas besoin, ni de donations ou quoi, je ne les réclame vraiment pas, car j'adore faire des vidéos et je le ferai même sans rémunération. Mais quand on reçoit quelque chose, ça veut dire que quelqu'un a fait
Relax, le 4e déjà. Enfin déjà, j'aurais aimé en faire davantage, mais il se trouve que non. Et donc si tu connais Ciné Relax, eh bien tu peux passer les explications suivantes. Mais si tu ne connais pas, eh bien Ciné Relax, c'est une série de vidéos où je parle brièvement, même si en général je m'éternise un peu, des films et des séries que j'ai pu voir récemment. Et je donne en gros mon avis sur ce que j'ai vu. Car je suis passionné de cinéma, de séries en général. Et là, comme ça fait 3 ou 4 mois je crois, peut-être même un peu plus, depuis le dernier Ciné Relax, il y a une bonne liste de choses. J'ai essayé de réduire et je ne pense pas avoir tout mis. Mais il y a quand même une bonne dizaine de films et 5-6 séries que je vais te présenter aujourd'hui. Et si tu ne les connais pas, eh bien tu auras mon avis. Si tu les connais, peut-être que ça te fera plaisir d'en entendre parler. Donc, je vais commencer avec le film que j'ai vu, je crois fin août, quelque chose comme ça. Il s'agit de Dernier train pour Busan, un film sud-coréen de Yeon Sang-ho avec Kang Yoo, Ma Dong-seok et Kyung Mi-chung. Il est hautement probable que je n'ai pas bien prononcé les noms de ces acteurs et du réalisateur. Je ne les connais pas spécialement et il est fort possible que j'ai fait une erreur. J'aime bien le cinéma sud-coréen. Il y a quelques pépites. Donc on pense par exemple au réalisateur de Old Boy, qui a d'ailleurs sorti un nouveau film, Mademoiselle, que j'ai hâte de voir. On pense aussi à Memories of Murder, qui était un de mes coups de cœur de l'année. Et là, ce coup-ci, on est sur un film de zombies. Il faut aimer le genre de base. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment agréable, car il n'est pas très différent dans un sens des autres, mais il est très réussi dans ce qu'il fait. Il est assez stéréotypé presque. Les personnages ne sont pas très originaux, la situation n'est pas forcément très originale, et pourtant, je ne me suis pas du tout ennuyé, et j'ai vraiment apprécié ce que le réalisateur et les acteurs ont pu faire. On est vraiment sur un film qui se base sur des choses qui fonctionnent, sur des trucs établis, mais qui le fait bien, et qui fait qu'on passe un bon moment devant ce film bien fait et appréciable. Bon, par contre, je le rappelle, c'est un film de zombies, une invasion, donc il faut aimer le style, hein, sinon ça ne va sûrement pas faire changer d'avis. Mais une bonne trouvaille pour tous les amateurs. Ensuite, il y en a un qui était un petit peu moins bon, c'était Money Monster, un film de Jodie Foster avec George Clooney, Julia Roberts et Jack O'Connell. Le concept est assez simple. George Clooney présente une émission américaine de conseils financiers pour tout ce qui est investissement et compagnie. Et un investisseur qui s'est fait avoir en suivant les conseils décide de venir prendre en otage George Clooney en direct. On est donc sur le classique cas de la prise d'otage sous haute tension. Et on va évidemment essayer d'en apprendre davantage sur ses motivations et sur toute l'histoire qui se trame derrière. Je n'ai plus énormément de souvenirs du film, mais de mémoire, il était regardable, avec quelques bonnes idées, mais dans l'ensemble un
c'est déjà le troisième Star Trek depuis, on va dire, la reprise de la série en film. Pour ma part, j'avais correctement apprécié le premier, qui était pour moi un peu classique et qui ne m'a pas laissé de souvenirs particuliers. Par contre, j'avais bien apprécié le second. En même temps, il y avait Benedict Cumberbatch dedans. Ça jouait en la faveur du film. Et là, c'est entre les deux selon moi. C'est un film qui est agréable à regarder encore, mais qui ne laisse pas spécialement plus de souvenirs que ça, et qui est au final assez classique. Un bon film d'action, un bon film de science-fiction. C'est un bon divertissement, mais pas un film qui sort des sentiers battus. Par contre, ce qui m'avait fait rire, c'est que je trouvais durant le film que Simon Pegg était davantage présent que d'habitude. Donc Simon Pegg, tu le connais sûrement, c'est un acteur qui est dans pas mal de rôles comiques, souvent d'ailleurs le rôle principal. Et c'est un acteur que pour ma part j'aime beaucoup. Il me fait très souvent rire. Je pense par exemple à Hot Fuzz, qui est un de mes films comiques préférés. Mais sinon, il a joué dans Mission Impossible, il a joué dans Paul, dans quelques autres films. Et là, dans Star Trek, je le trouvais assez visible, alors qu'il a un rôle assez secondaire. Et lors du générique, j'ai réalisé qu'il avait coécrit le scénario, comme par hasard. Moi, c'était la petite anecdote qui m'avait fait sourire. Alors, ensuite, il y a sûrement mon coup de cœur. Alors, je vérifie, mais oui. Mon coup de cœur de tous les films dont je vais te parler, qui est Captain Fantastic, un film de Matt Ross avec Viggo Mortensen, Frank Langella et George McClay, entre autres. Il y a pas mal d'acteurs. Et c'est une très belle histoire. Vraiment un film à voir si tu ne l'as pas encore vu. Je l'ai vu 2 fois d'ailleurs en 2 jours, tellement il m'avait plu. On est sur une histoire d'un père qui tente d'élever tous ses enfants. De mémoire, il y en a 5 ou 6. Et il tente de tous les élever d'une autre façon, en dehors du système scolaire habituel, en dehors du, on va dire, capitalisme habituel, dans la nature, avec ses propres règles, sa propre éducation. Et c'est un film qui ne va pas que dans un sens. Et c'est ça qui fait que c'est un très bon film. Il ne fait pas que l'apologie de la nature, du bien-être, de l'écologie. On peut s'attendre à ça au début du film, à voir un film qui fait juste un beau portrait de comment ça pourrait se passer dans la nature. Mais je ne veux pas évidemment révéler trop du film pour que tu aies envie de le voir. Mais ça ne se limite pas à ça. Et les acteurs sont tous excellents. Le casting est merveilleux. Viggo Mortensen en particulier qui est juste parfait et qui mériterait d'ailleurs des prix pour sa performance, car il est d'une justesse incroyable. Très touchant. Un coup de cœur et je pense que tu as compris que je recommande fortement. Alors ensuite, on a tout autre genre avec Doctor Strange, donc le dernier Marvel, qui est un film de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch
pas noté, mais il y a aussi Mads Mikkelsen. Moi, dès qu'il y a Mads Mikkelsen, je sais, et je m'en souviens, donc je le rajoute à ma petite liste. Donc encore un Marvel sur un nouveau personnage. J'avais prévu de le voir tout simplement parce que c'était Benedict Cumberbatch en acteur principal et parce qu'il y avait Mads Mikkelsen en guise de méchant principal. Rien que ça, c'était un argument suffisant à mes yeux. Alors est-ce que le film se contente de jouer sur ces deux acteurs? Je ne trouve pas. Même si faut reconnaître que le film se base pas mal sur le charisme de Cumberbatch, qui est d'ailleurs idéal pour le rôle. Un rôle de Doctor Strange particulièrement arrogant, hautain, froid, mais en même temps très intelligent. Un rôle au final assez proche de Sherlock, peut-être en un peu plus exagéré sur le côté arrogant encore. Mais ça lui va comme un gant. Et j'ai été plutôt surpris dans le bon sens par le film. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur Marvel ou que c'est un film qui change totalement la donne par rapport aux autres, car on est quand même sur un récit très classique. On a les étapes habituelles du récit Marvel. Il n'y a pas de grande surprise dans le film, selon moi. C'est d'ailleurs son principal défaut, c'est qu'il reste dans le fond extrêmement classique. Mais sur la forme, il est assez impressionnant visuellement, bien rythmé, bien joué. Et rien que ça en fait, suffit en faire un excellent divertissement. Je le trouve pour ma part meilleur que le Star Trek par exemple. Il y a un petit peu plus de profondeur et les acteurs sont au point. Après je ne vais pas m'attarder non plus dessus spécialement parce qu'au final ça reste un Marvel et c'est un bon Marvel, mais ça ne va pas forcément bien plus loin que ça. Alors j'ai vu Warcraft le commencement. Ça date un petit peu, ça avait déjà plusieurs mois. Non, excuse-moi, petite poussière. C'est un film de Duncan Jones avec Travis Fimmel, Toby Kebbell et Paula Patton. Et c'était donc un film, on va dire, assez attendu depuis longtemps pour beaucoup. Pas spécialement pour moi car je n'ai jamais accroché à l'univers de World of Warcraft. Même si au final je suis assez fan de Hearthstone, je n'ai quasiment pas joué à WoW. Mais je me souviens encore que mon cousin me parlait du tournage du film il y a des années lorsqu'il était archi fan du jeu. Et au final c'est un projet qui a été annulé, repris, annulé, repris. C'est le film qu'on pensait ne jamais voir et qui finalement est là et il est arrivé. Et en plus je dois reconnaître que la première bande-annonce m'avait un peu inquiété. Je trouvais que les effets spéciaux étaient exagérés et ça me semblait assez cliché. Donc je l'ai regardé vraiment sans attente. Je n'en attendais rien. J'espérais juste que ce soit au minimum divertissant. Et bien coup de chance, c'est divertissant. Ce n'est pas un excellent film. C'est un film encore une fois très classique. C'est même l'un des plus classiques de la liste. Il y a assez peu de surprises. Et il est assez stéréotypé. Mais ça colle assez bien à l'univers Warcraft que je connais. Les effets spéciaux sont bien mieux rendus que ce que j'avais pensé au premier abord. Il faut même reconnaître que certaines scènes sont
sont assez impressionnantes. Et au final, j'ai passé un bon moment devant le film, alors que je n'en attendais vraiment rien. Il ne faut pas avoir trop d'attentes dessus, de toute façon. Mais je pense qu'il faut au moins le coup d'œil. Et il permet de passer un bon moment. Et je pense que, de ce que j'ai entendu en tout cas, il a plutôt plu aux fans de la licence. Alors, est-ce que je parle du suivant? Bon, allez, je vais en parler vu qu'il fait en plus extrêmement débat en ce moment. Il s'agit de Sausage Party, un long métrage d'animation de Conrad Vernon et de Greg Tiernan, avec les voix de Seth Rogen, Kristen Wiig et Nick Kroll. Et pour ma part, j'ai souvenir qu'il y avait aussi Edward Norton, je crois bien, dans les voix. Alors, ce film, il fait beaucoup débat ces temps-ci car il y a pas mal d'associations qui tentent de le faire interdire en cinéma ou qui tentent au moins de changer sa limite d'âge, car en France il est déconseillé au moins de 12 ans, alors qu'aux États-Unis je crois que ça doit être du moins de 16. Je crois que c'est quelque chose du genre. Et les associations voudraient que l'âge soit au moins remonté à 16 ou 18 ans. Car en fait c'est un film d'animation, mais qui est particulièrement, on peut dire, pornographique. Je ne pense pas que ce soit totalement faux. Disons qu'il est très parodique, très second degré, voire 15e degré, et avec pas mal d'allusions sexuelles ou clairement de scènes à fortes allusions sexuelles, pour être gentil. Je l'ai regardé un petit peu par hasard pour ma part. J'avais juste regardé une liste de films que je pouvais regarder. Et la personne avec qui j'étais a vu le titre et a dit « Ah, allez, on regarde ça ». Et naïvement, j'ai dit « Pourquoi pas ». Est-ce que pour autant je le déconseille? Eh bien, pas forcément. Je le déconseille vraiment aux enfants, c'est vrai. Je pense qu'il n'est pas adapté à un public jeune. Et pour moi, 12 ans, c'est presque un peu jeune pour le conseiller. Car il faut reconnaître que le côté sexuel est vraiment très présent. Même si ce sont évidemment des aliments de supermarché qui sont les héros du film. Donc particulièrement une saucisse et une sorte de pain hot dog, pour donner une idée. Eh bien, on a quand même le côté extrêmement sexuel présent quasiment tout le long du film. Donc il faut être prévenu, il faut savoir ce qu'on regarde. Mais une fois qu'on est au courant et qu'on le prend vraiment comme un film totalement déjanté et totalement second degré, bien moi au final je me suis bien amusé et il y a pas mal de situations qui m'ont fait rire. Ce n'est pas un chef-d'œuvre et il faut avoir peut-être le rire un peu facile pour le voir, mais il y a vraiment moyen de s'amuser devant le film tant qu'on sait ce qu'on est en train de regarder. Si on n'aime pas le style d'humour du film au début, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car tout le film sera dans cet esprit. Alors on va repartir sur l'inverse total avec Sully, un film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron
cet événement et les enquêtes qui ont suivi. Car évidemment, le pilote ne s'est pas juste vu remis des médailles et félicité. Il a été interrogé sur la nécessité de son amérissage et il a été très longtemps remis en doute sur ses actions. La grande question était de savoir si oui ou non il aurait pu s'en sortir autrement qu'en atterrissant dans l'eau. Et vu que les assurances devaient rembourser cet accident en fonction des rapports d'enquête, eh bien, sur des sommes pareilles qui se comptent en dizaines voire centaines de millions, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'enquêtes et donc beaucoup de pression, même sur le pilote, qui est pourtant au final perçu comme un héros par le monde entier. C'est un film que je recommande sans hésiter. Il est très réussi. Tom Hanks est parfait dans son rôle. C'est d'ailleurs incroyable à quel point ils l'ont vieilli pour le rôle. Ça donnait un sacré coup de vieux. Les personnages secondaires sont globalement bons. Le film est sobre, bien filmé. Il ne tente pas de rentrer dans le sensationnel ou dans le larmoyant. Il essaye de raconter l'histoire et de faire comprendre les enjeux. Et c'était parfaitement réussi de ce côté. Vraiment, c'est propre, c'est très appréciable. Un beau film. Sur toute la liste, c'est peut-être mon deuxième préféré, derrière Captain Fantastic. Alors, au contraire, le film suivant, je n'ai pas accroché du tout. Il s'agit de Suicide Squad, un film de David Ayer, avec entre autres Will Smith, Margot Robbie et Jared Leto. Suicide Squad, c'est aussi un projet qui a fait pas mal parler de lui, car c'est un film qui regroupait plusieurs méchants de l'univers d'ici, donc avec le Joker, avec Harley Quinn, avec Deadshot, avec Killer Croc, avec El Diablo et Mister Boomerang, je crois, et aussi l'Enchantresse, voilà. Donc un gros projet de film de méchants uniquement, avec en plus Jared Leto en tant que Joker, et il y avait beaucoup d'histoires sur à quel point Jared Leto s'était impliqué dans son rôle pour être un Joker parfait, comme quoi il aurait parlé avec personne pour se mettre dans son rôle, comme quoi il aurait envoyé même des balles par courrier à ses collègues. Sûrement des histoires marketing, mais qui sait, c'est peut-être arrivé. Du coup, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes, avec en plus Margot Robbie en Harley Quinn qui a été très mise en avant. Et au final, le film est peut-être le plus mauvais de la liste. Il a des qualités, mais il a malheureusement beaucoup trop de défauts. Et j'ai du mal à le recommander, même pour se divertir, car j'ai eu du mal à prendre du plaisir devant le film tout du long. Au début, ça se passe plutôt bien. On voit que le film a des défauts, et on voit que le film ne sera pas parfait. Mais au moins, on s'amuse. Globalement, on prend plaisir à regarder. Le problème, c'est que il y arrive un moment où on a juste envie que ça se termine, et où il reste encore une demi-heure, trois quarts d'heure de film. Et c'est là que ça devient assez douloureux. Car le film n'a pas de génie. Le film a l'air un peu perdu en fait. Et
sa réalisation, on comprend mieux. Je vais essayer de résumer rapidement ce qu'il s'est passé. Le réalisateur David Ayer avait prévu de faire un film assez sombre à la base. Sauf que, au moment où il était en train de préparer le film, il y a eu la sortie de Batman vs Superman de Zack Snyder, qui était le film sûrement le plus premier degré et sombre qu'on ait eu depuis longtemps dans le domaine des super-héros. Batman vs Superman, ça ne blague pas du tout. D'ailleurs, ça a été un des grands reproches faits au film, c'est qu'il manquait totalement d'humour et qu'il était beaucoup trop sérieux. Pour ma part, je trouve que il ne méritait pas cette critique et que c'était un parti pris assez intéressant. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, globalement, le film a été assez critiqué et pour son côté trop sombre. Et les résultats ont été relativement décevants. Du coup, les producteurs se sont dit « Mince, on a fait un film qui n'avait pas assez d'humour, qui n'a pas marché, et en ce moment, on a Suicide Squad en préparation, et il a envie de faire un film très sombre et sérieux. Ça ne va pas, on va encore faire un bide. » Du coup, ils ont fait faire une bande-annonce qui était bien plus basée sur l'humour que sur le côté sombre. Et la bande-annonce avait beaucoup plu. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ils ont tenté de faire changer les plans du réalisateur pour que le film devienne plus humoristique. Ils ont fait retourner pas mal de scènes. Ça leur a coûté d'ailleurs pas mal d'argent en frais supplémentaires, de refaire des scènes, de rajouter des scènes et de faire changer un petit peu l'optique du réalisateur, qui n'a pas été ravi du tout, mais qui a fait son boulot. Et ce qui donne un film que je qualifie un petit peu de schizophrène. Il est parfois très sombre, parfois il tente d'être drôle, mais il tente un peu trop d'être drôle parfois. On sent que l'humour est presque forcé et qu'il a été poussé là plutôt pour tenter de sauver les meubles. Ce qui donne un contenu très incohérent et pas toujours drôle, c'est ça le pire. C'est que parfois ça marche. Je vais pas dire que je me suis jamais amusé devant le film, mais il y a quand même pas mal de moments où c'était presque lourd. En plus, on ne voit quasiment jamais le Joker. En tout cas, il a un rôle que je trouve assez secondaire au final, alors que la communication était très tournée sur lui avant la sortie du film. Et sa performance est pas exceptionnelle, à mon goût. J'ai trouvé que Jared Leto en faisait un petit peu trop et surjoué. Je préfère 100 fois le Joker de The Dark Knight à côté. Et ça, c'est pour la petite anecdote grivoise, mais j'avais lu sur Twitter quelqu'un qui disait ce qui est le mieux filmé dans Suicide Squad, ce sont les fesses de Margot Robbie, qui joue donc Harley Quinn. Et j'avais lu ça il y a quelque temps. Et force est de constater que c'est malheureusement assez vrai. Il y a énormément de plans basés sur les fesses de Harley Quinn. Et globalement, c'est peut-être ce qui est le mieux filmé, parce que le film n'est pas très bien filmé. C'est assez lambda, pas forcément ultra lisible tout le temps. Bon, j'ai beaucoup parlé de Suicide Squad. Tout ce que je voulais dire au final, c'est que c'est un film vraiment moyen moins même, et que je ne le recommande pas, sauf si t'as envie de te faire ta propre idée, bien entendu.
Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley et Melissa Leo. Donc Snowden, c'est un film documentaire plus ou moins sur l'histoire de Edward Snowden, qui a donc fait toutes les révélations sur l'espionnage de la NSA, qui espionne le monde entier tout simplement. Toutes les communications, tous les échanges qui sont enregistrés et auxquels ils peuvent accéder. J'ai malheureusement un avis un peu biaisé sur le film, car j'avais regardé il n'y a pas si longtemps le documentaire Citizen Four, où là on était vraiment sur un documentaire avec des images réelles de Edward Snowden au moment où il était justement en train de révéler toutes les informations au monde entier. Et le documentaire était d'ailleurs assez intéressant et expliquait bien la situation, en plus de montrer en personne Edward Snowden. Et là, on a un film qui reprend la même histoire, mais qui remplace par des acteurs. Et dans l'ensemble, c'est bien fait. Surtout, je trouve que Joseph Gordon-Levitt est nickel dans le rôle de Edward Snowden. Il est très bien rentré dans le personnage. J'aurais presque cru que c'était le vrai Edward Snowden. Donc pas de problème du côté des acteurs dans l'ensemble. Et pas de problème non plus sur l'histoire et la façon dont c'est raconté. Me revoilà. J'ai eu un petit problème d'espace sur ma carte mémoire et j'ai réalisé pendant le tournage que je n'avais plus de place. Donc j'ai fait un petit peu d'espace et me revoici. Je parlais donc du film Snowden et je disais que les acteurs étaient bons, l'histoire était bonne et c'est globalement bien filmé et bien présenté. Peut-être de façon un petit peu trop sobre et peut-être trop... J'ai encore envie de dire classique, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà pas mal dit. Mais le film ne prend pas de risque sur sa réalisation, c'est plat, c'est ça que je le reproche un petit peu. Et le problème c'est que comme j'avais déjà vu Citizen Four peu de temps avant, eh bien il n'y avait plus le côté surprise ou apprentissage d'informations que le film peut procurer, car il est assez précis sur les événements et on peut vraiment se renseigner sur l'histoire en regardant le film, ce qui est un bon point. Mais pour ma part, je n'ai pas eu l'effet de surprise et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt en plus par rapport au documentaire. Mais si tu n'as pas vu le documentaire, je recommande sans problème le film. Et enfin, on va faire une vidéo de presque 1 heure, je crois. Car là, on a encore les séries à faire après. Pour le dernier film, il s'agit d'un film que j'ai vu tout à l'heure et que j'ai vu donc le jour de la sortie. Il s'agit de Rogue One, A Star Wars Story, un film de Gareth Edwards avec Felicity Jones, Diego Luna et Ben Mendelsohn, entre autres. Encore une fois, je n'ai pas cité dans ma liste Mads Mikkelsen, qui est pourtant encore une fois dans le film. Tu remarqueras que dès qu'il y a un film avec Mads Mikkelsen, je vais le voir. Et ce n'est pas un hasard. C'est un excellent acteur. Star Wars. Je ne vais pas revenir sur toute la saga, mais je suis un grand fan. J'ai vu tous les films de nombreuses fois. Et il m'arrive de temps en temps de me regarder les 6 presque à la suite. Donc, on va dire que je suis le public visé par Rogue One, qui est donc le premier film en dehors de la saga. Il n'est pas considéré comme un des 7 films de la série Star Wars. Il est considéré comme un film
en dehors. Et pourtant, il est très clairement situé entre Star Wars 4 et Star Wars 3. Et vraiment très bien intégré d'ailleurs dans l'histoire entre les deux. Et pour moi, il aurait presque voulu être au sein de la saga, ça ne m'aurait pas choqué du tout. Je ne vais pas le spoiler, je ne vais pas en parler en détail, car tu ne l'as peut-être pas encore vu et tu as potentiellement envie de le voir. Tout ce que je vais dire, c'est que je suis très content de ce qu'ils ont fait et je suis très content du choix de Gareth Edwards en tant que réalisateur, car c'est un réalisateur qui fait deux choses, qui fait des choses intéressantes au niveau du visuel et de l'ambiance de ses films. Il a vraiment un cachet assez particulier et il a même réussi à l'intégrer dans Star Wars, alors que c'est souvent des super productions très millimétrées et parfois un peu aseptisées. Mais il a quand même réussi à apporter sa propre patte et je suis assez content qu'il l'ait laissé faire. Concernant le film en lui-même, j'ai eu un peu peur au début, car le film met du temps à se mettre en place. Je dirais qu'environ un tiers du film est un peu mou. Je vais le dire comme ça. C'est un petit peu mou, ça manque d'avancée, on se retrouve un petit peu trinque-ballé de droite à gauche. Et oui, honnêtement, pendant un petit moment, j'étais presque à m'ennuyer. Mais ensuite, une fois que ça se lance, alors là, le rythme ne s'arrête jamais. Et c'est assez époustouflant. J'étais totalement pris dans ce Star Wars. Et je suis très satisfait du résultat final. Je ne peux pas spoiler, je ne peux pas raconter pourquoi. Mais il y a beaucoup de points qui m'ont plu. Et si jamais tu es fan de Star Wars, je ne peux que le recommander. Et il faut juste peut-être s'attendre à un peu de déception pendant quelques instants au début. C'était le petit tour pour les films. Désormais, je voudrais parler un petit peu des quelques séries que j'ai pu voir. Je n'ai pas eu le temps d'en faire énormément, car je n'ai pas eu le temps de regarder grand chose ces derniers temps, il faut le dire. Mais il y en a quand même 5 dont je vais parler. La première, c'est une série très courte. Il s'agit de The Night Of, une série de Steven Zaillian et de Richard Price, avec Riz Ahmed, John Turturro, Michael K. Williams, entre autres. Il s'agit de l'histoire d'un jeune américain qui se retrouve soudainement accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. En tout cas, un meurtre dont il ne pense pas l'avoir commis, il ne s'en souvient pas. Je ne te dirai pas s'il l'a commis ou non, mais l'histoire est qu'il ne s'en souvient pas car il était dans un état second au moment où ça s'est produit. Et il se retrouve mis en prison sans avoir pour autant, sans admettre pour autant son crime. Et la série est assez sombre, assez courte, et je la recommande sans hésiter. J'hésite un petit peu, car c'est une série qui ne plaira pas à tout le monde, de par son style assez lent, assez basé sur l'analyse de l'évolution des personnages. C'est un style un petit peu à la The Wire presque. Et du coup, c'est un style qui ne plaît pas à tout le monde, je le sais. Mais pour ma part, je trouve que ça a été fait avec beaucoup d'intelligence, avec de la finesse, et justement l'évolution est cohérente
plus, mais The Night Of est une belle série. Ensuite, il y a Utopia, une série de Denise Kelly avec Ian McDiarmid, Rose Leslie, Fiona O'Shaughnessy. Alors le nom est imprononçable, j'ai dû faire une erreur. Alors Utopia, c'est une série qui a malheureusement été arrêtée après sa 2e saison. Et malgré le fait que la saison 2 laissait penser qu'il y aurait potentiellement au moins une saison 3. En tout cas pour ma part, je pensais qu'il y aurait une saison 3 et j'étais prêt à aller la récupérer, légalement bien entendu. Quand j'ai réalisé qu'il n'y en avait que 2, à ma grande déception, je ne peux pas recommander cette série à tout le monde, du tout. C'est une série extrêmement violente, vraiment violente pour le coup, avec pas mal de sang, pas mal de morts ou de blessés graves, et des scènes assez choquantes pour certaines. C'est vraiment une série thriller avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action et des révélations quasiment à chaque épisode. On est sur de la série qui donne envie à chaque fin d'épisode de lancer le suivant. Et du coup, j'ai regardé les 2 saisons assez rapidement de mémoire. Elle a des défauts, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment un cachet bien à elle et qu'on se prenait totalement dans l'histoire et dans ces révélations justement. J'ai du mal avec les séries qui tentent de nous tirer à chaque fois vers l'épisode suivant, mais là c'était bien fait et j'ai rarement été déçu du fait d'avoir lancé l'épisode suivant, ce qui est un bon point. Malheureusement, on n'aura peut-être jamais la suite. Et si tu n'es pas adepte des séries ou films violents, je ne peux pas la recommander. Ensuite, il y a The Night Manager, une série de Susan Beer avec Tom Hiddleston, Hugh Laurie et Olivia Colman. Et ça, c'est encore une série très courte, car je crois qu'il doit y avoir 6 épisodes. Ou alors pas plus de 10, mais ça doit être 6, si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire d'un night manager, donc d'un gardien de nuit en quelque sorte. Une sorte de groom, mais de nuit, pour les hôtels de luxe, qui est là pour répondre aux moindres demandes des riches clients, et qui se retrouve impliqué avec des histoires de vente d'armes, et le vendeur d'armes en question est Hugh Laurie, et donc l'acteur qui joue le Night Manager est Tom Hiddleston. Je redis leur nom car pour moi la série se base beaucoup sur les 2 acteurs. L'histoire est intéressante, la réalisation est très bonne, c'est bien fait, mais quasiment tout est basé sur le charisme des 2 acteurs et sur la relation qui va se créer entre les deux, sur le jeu qui se met en place. Je ne peux quasiment pas parler du scénario car il y a pas mal de suspense et du coup ça serait gâcher un peu la série que d'en parler de trop. Mais en tout cas, si on aime les séries attention, je la comparerais un petit peu à 24 heures chrono dans un sens, mais plus pour le côté tension palpable. Et sinon, mais là on est plus sur un côté infiltration dans The Night Manager. Et j'essaye de trouver un équivalent. J'ai des idées en tête, mais je n'arrive pas à les citer. En tout cas, les 2
principaux sont parfaits et l'actrice principale, Olivia Colman, je pense, vu qu'elle est citée en troisième, est elle aussi partie prenante de cette saison fort réussie, qui se regarde rapidement en plus, donc ça vaut le coup d'œil et ce n'est pas très long. Ensuite, j'ai regardé Narcos, une série de José Padilla, une série de José Padilla, Doug Miro et Carlos Bernard, avec Pedro Pascal, Wagner Moura et Manolo Cardona. Narcos, c'est la série Netflix qui était à la mode il n'y a pas très longtemps. C'était un petit peu la série du moment. Avec la sortie de sa saison 2, il y a eu pas mal de moyens mis en place par Netflix pour la pousser en avant. Et du coup, je me suis lancé dans la saison 1, un petit peu à cause de ça, je dois reconnaître. Parce que tout le monde regardait et en parlait. Et je ne regrette pas du tout, car c'est une excellente série qui parle donc de Pablo Escobar depuis la création de son empire jusqu'aux moments les plus difficiles de son histoire et de l'histoire de la Colombie en général. Et c'est là où la série est justement une belle réussite pour moi. C'est qu'elle est certes centrée sur Pablo Escobar, mais on a une vision plus globale de la Colombie, de la situation de l'époque, et même un petit peu des États-Unis d'ailleurs, vu qu'ils étaient intimement liés à cette histoire. Et d'ailleurs, l'un des deux acteurs principaux est un Américain en mission. L'autre aussi d'ailleurs, mais il est plus intégré dans le côté colombien. Acteur au point, réalisation au point, musique, il y en a des excellentes. Le thème principal est très agréable à écouter. Et il y a un autre thème que j'aime beaucoup pour ma part. Pas grand chose à jeter en fait. Le rythme est bon, les acteurs sont bons, l'histoire est bonne. C'est une grosse réussite de Netflix pour moi. Et je la recommande assez facilement aussi. Mais, encore une fois, elle est assez violente. Et parfois, elle peut être assez dure à regarder pour certains ou certaines. Je pense. Pour ma part, ça ne me dérange pas, mais il est possible qu'elle choque un peu. Je la recommande cependant. Et enfin, je vais conclure par la cerise sur le gâteau. Ah, c'est peut-être ce que j'ai préféré de tout ce que j'ai pu te citer. Même si je pense que Captain Fantastic est quand même soit premier, soit deuxième. Mais là, pour conclure, je vais te parler un petit peu de Westworld, la nouvelle série événement de HBO, qui est une série de Lisa Joy avec Evan Rachel Wood, Tandy Newton et Jeffrey White. Et d'ailleurs, je crois qu'il manque pas mal d'acteurs parce que normalement il y a aussi quelques autres acteurs assez connus, dont un dont j'ai oublié le nom. Et ça m'embête. Mais tant pis. Tu pourras les vérifier, mais il y a d'autres acteurs très connus dans la liste. Et c'est la série qui a fait parler du côté de HBO. Donc HBO, les réalisateurs entre autres de Game of Thrones, des Sopranos, de Six Feet Under, de The Wire. Pour moi, les meilleures séries viennent de chez HBO. Et là, avec Westworld, ils ont tenté le domaine un peu futuriste, car le thème est d'un parc d'attractions géant
blessés par les robots, alors que les robots, eux, peuvent se tuer. C'est d'ailleurs parfois partie prenante de leur scénario que de s'entretuer, vu qu'au final, durant la nuit, ils sont réparés et remis en état pour les futures journées qui se répètent en boucle. Voilà pour le concept de base. Et tout dans cette série est quasiment parfait. Je vais peut-être changer d'avis d'ici quelques semaines ou mois ou années. Je la reverrai peut-être pour me refaire une idée. Mais là, au premier visionnage, j'ai été assez bluffé par la qualité globale. Surtout, j'ai envie de mettre un gros point fort sur les acteurs, car la plupart ont des rôles très compliqués à jouer. Je pense notamment à ceux qui jouent des robots, qui doivent avoir des expressions qui changent très rapidement, et qui ont, si on fait attention, on voit qu'ils ont des rôles qui doivent demander beaucoup de travail. Et tout le casting pour moi est juste réussi, voire très réussi pour certains. La musique, alors je suis totalement amoureux des réalisations de Ramin Djawadi, qui est aussi le compositeur de pas mal de musique de Game of Thrones. Il a entre autres fait la musique The Light of the Seven, je crois que c'est le nom, qui est dans le dernier épisode de la saison 6 de Game of Thrones, et qui est magnifique. Eh bien, il s'est encore une fois occupé de la plupart des musiques de cette série. Et la bande-son est irréprochable et ultra prenante. Donc bande-son irréprochable, acteur parfait. Visuellement, c'est ultra travaillé, très crédible. On sent qu'il y a eu beaucoup de moyens de mis dans cette série. C'est vraiment de la très très grosse production, avec des décors qui plaisent à la rétine, qui flattent la rétine. Et une histoire en plus qui est ultra intrigante au début et qui est bluffante sur la fin. Même si elle était un tout petit peu moins bluffante que ce que j'aurais attendu. J'ai été un peu moins surpris que ce que j'attendais, vu ce qu'on m'en disait. Mais dans l'ensemble, ça reste une histoire plus qu'intéressante à suivre. Et pour te dire, la série fait 10 épisodes qui durent environ 1 heure chacun, sauf le premier et le dernier qui font 1 heure et demie si je ne me trompe pas. Et je l'ai regardé en 2-3 jours, malgré tout le travail à côté, car je ne voulais juste pas m'arrêter. Et j'ai été totalement pris dans l'histoire et cet univers. Je recommande très 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 chaudement, surtout si tu aimes un petit peu le côté futuriste. Et même si tu n'aimes pas, il faut au moins jeter un coup d'œil pour se faire une idée, je pense. Et c'est a priori tout. Même si ça fait déjà beaucoup de choses et je crois qu'on est déjà à plus de 1 heure de vidéo. Mais il va désormais être temps de couper. Et j'espère que ça t'a plu. C'était donc le 4e épisode de Ciné Relax. Et ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo en espérant qu'elle ait pu te détendre un petit peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Et même si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Tant que c'est dit poliment, j'accepte avec plaisir les remarques. On se retrouvera le plus vite possible pour de nouvelles vidéos. J'ai envie de faire de nouveaux roleplays, j'ai envie de te proposer la suite des aventures de l'inspecteur Zoru. Je te remercie une nouvelle fois pour ton soutien, qui
gagner du temps. C'est un peu plus plausible qu'elle l'ait oublié, mais ça ne répond pas du tout à la question principale presque de la carte d'identité et de la carte bancaire.